Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandé. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Ouverture à Kigali ce jeudi des exercices militaires de 2 semaines impliquant 4 pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Plus de 11 100 militaires participent à ces entraînements militaires, connus comme sous l'appellation qui signifie la construction des relations fortes. Ces exercices militaires qui s'étendront sur 2 semaines se tiennent à l'académie militaire de Gako à l'est du pays, ainsi qu'en district de Rubavu au nord-ouest du Rwanda. Les commandants des forces armées de terre, le général-major Vincent Nyakarundi, a indiqué que ces exercices militaires permettront d'examiner ensemble comment promouvoir la paix et la sécurité dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ces exercices ont pour objectif de renforcer les capacités des forces de défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est en vue de combattre les défis actuels multipliés liés à la sécurité. Toujours en actualité nationale, en bref et en images, la Commission nationale électorale invite les forums des concertations de partis politiques agréés au Rwanda à jouer un rôle effectif dans le bon déroulement des élections présidentielles et législatives prévues en juillet prochain. La Commission nationale électorale et les forums de concertation de partis politiques se sont en effet entretenus ce jeudi et les membres des organisations politiques agréées au Rwanda ont indiqué qu'ils vont approcher leurs membres et leur parler de la conduite qui doit les caractériser pendant les élections. Le porte-parole du forum, Mukama Abbas, a fait savoir que cet entretien était nécessaire. La Commission nationale électorale a également profité de cette occasion pour demander aux électeurs de jeter un coup d'œil sur la liste électorale et rectifier les erreurs éventuelles. Poursuivons donc avec ce journal afin de tirer meilleur profit de l'énergie atomique dans le domaine médical. Les responsables de l'Agence rwandaise de l'énergie atomique sont donc réunis ce jeudi et les responsables des hôpitaux avec les institutions du secteur de la santé pour un atelier de réflexion sur le sujet. Arabier a suivi pour vous cette rencontre, suivez ce reportage. Ce jeudi, les représentants des divers secteurs de la santé, des experts médicaux, des différents hôpitaux spécialisés dans le domaine du traitement du cancer ont échangé sur le rôle de l'énergie nucléaire dans le développement du secteur médical en général, en particulier du cancer. Chaque mois, entre 5 000 et 7 000 patients à travers le pays reçoivent des soins et sont suivis après avoir été diagnostiqués de cancer, y compris ceux traités à l'hôpital de référence du cancer. Le directeur général de l'Agence rwandaise de l'énergie atomique, Dr Fidel Ndahayo, a indiqué aux participants à l'atelier que son institution envisageait de créer un centre de sciences et technologies nucléaires qui sera chargé de trouver des solutions aux problèmes qui apparaissent dans divers domaines, y compris la médecine. Ce centre sera construit en district de Bugesera pour un coût d'environ près d'$1 milliard. Après avoir fait bénéficier aux patients du Rwanda, ce centre partagera également ses bienfaits et avantages au niveau régional. Autre chose, le centre se concentrera sur le secteur agricole et diverses recherches qui répondent aux problèmes du pays. L'Office rwandais de l'énergie atomique a été créé par décret présidentiel numéro 127/01 du 3 décembre 2020 et publié au journal officiel spécial le 4 décembre 2020.
Justice à présent, les juristes qui suivent de près les procès pour génocide contre les Tutsis aux cours d'assises de Paris et de Bruxelles estiment la tenue de ce procès à montrer les crimes graves ne peuvent pas rester impunis. Pour eux, le fait d'avoir des jurés populaires ne compromet en rien la justice. Jean Damascène Manichimwe nous en dit un peu plus. Et 30 ans après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, les rescapés réclament toujours justice, car il y a toujours des génocidaires présumés libres de leur mouvement hors du Rwanda. La France et la Belgique sont les deux pays européens à avoir organisé un grand nombre de procès des Rwandais soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994. En France comme en Belgique, ces procès se tiennent au cours d'assises avec une organisation assez particulière. C'est la juridiction de droit commun en Belgique pour juger des crimes. Donc les crimes les plus graves sont jugés par une cour d'assises, un jury populaire. Ce sont donc des citoyens du monde qui vont juger d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou du crime de génocide qui a été commis, en l'espèce, en 1994 au Rwanda. Alors non, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Toute l'instruction, toute l'enquête se refait devant le jury. Tous les témoins qui ont déjà été auditionnés sont entendus pour la première fois devant les jurés, mais ils sont réentendus. Il y a une base dans le dossier répressif. Le jury n'a accès au dossier qu'à la fin. Au moment où il délibère sur la culpabilité, il a accès à l'ensemble des documents et il peut aller chercher dans tous les documents du dossier et il peut retrouver cela. Mais pendant plusieurs semaines, et en l'espèce pendant plus de 2 mois, le jury va entendre des experts, des historiens, des victimes, des témoins, de l'accusation, de la défense. Et il y a une particularité aussi en Belgique, c'est que les victimes, les parties civiles, participent au procès. Elles sont représentées par des avocats et donc il n'y a pas que la défense qui est représentée, avec le parquet, il y a également les victimes qui ont le droit à la parole. Pour maître André Martin Karongozi, avocat des parties civiles dans ces procès pour génocide en France et en Belgique, voir un jury populaire juger les crimes les plus graves commis à des milliers de kilomètres et 3 décennies après les faits ne compromet à rien sa crédibilité. Eh bien, il y a 2 positions qui existent aujourd'hui. Il y en a qui disent effectivement qu'il faudrait confier ces tâches à des juges professionnels, mais il y a d'autres qui disent que les jurés, puisqu'ils n'ont aucun contact a priori avec le pays en question, le Rwanda en l'occurrence ici, qu'ils sont en toute, je vais dire, ils jugent sans a priori positive ou négative. Et donc, c'est là le travail des avocats, du procureur général, du procureur du roi ici, de convaincre. Et alors, au fil du temps, parce que ça prend quand même, ça va prendre à peu près 2 mois, au fil du temps, ils ont entendu des experts, ils ont entendu des témoins des faits, qui étaient sur place, et ils font ils prennent leur décision en connaissance de cause. Dans ces procès au cours d'assises, tout repose sur des témoignages. Pour maître Dimitri Philpart, qui participe à ces procès à la cour d'assises de Paris, il restait possible d'établir une vérité judiciaire sur base des témoignages relatifs aux crimes commis d'il y a 30 ans. Matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés, surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très
très présent. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Même si quelquefois certains avocats pouvaient chercher à décrédibiliser les témoins, les juristes qui prenaient part aux audiences dans les cours d'assises se félicitent de l'encadrement des témoins, contrairement à ce qui se passait à l'ancien tribunal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha. Il y a différentes catégories de témoins et en tout état de cause, la défense a le droit. Et on fait énormément d'efforts pour satisfaire à la demande de la défense de l'accusé, parce qu'on va faire appel déjà à des témoins qui viennent d'autres pays, d'autres continents, et ils ne sont pas bousculés, comme vous avez fait allusion à la manière dont les choses se passaient à Arusha. Le système d'ici est différent du système d'Arusha, qui est une combinaison du système du continental law et du common law, où les avocats de la défense ont là appris, se sont en quelque sorte acharnés sur les témoins, en ce compris, parce que nos questions passent par le président de la Cour. En l'occurrence aussi, c'est une dame, la présidente de la Cour, qui peut même refuser de poser la question. Et puis, s'acharner sur un témoin est plutôt une faiblesse. Et on évite de le faire parce que ça peut être au détriment de vos clients. Dans les derniers procès, la défense des accusés était une défense à tendance négationniste, qui visait à décrédibiliser les témoignages des victimes et voire même à dire que les témoins étaient achetés ou mentaient délibérément pour amener à la condamnation des accusés. Alors évidemment, tout ça n'est pas agréable. Bon, voilà, mais finalement, c'est une politique de défense qui n'a jamais fonctionné. Mais ça n'empêche pas qu'il faut rester vigilant et éviter évidemment d'être sans réponse par rapport à cette défense. Nous avons rédigé les premières plaintes et nous avons déposé ces plaintes devant le procureur du roi. Maître Éric Gillet, qui fut avocat des parties civiles à la Cour d'assises de Bruxelles, estime pour sa part qu'un traitement digne des témoins aurait mieux contribué à rendre justice aux tribunaux internationaux. Qu'est-ce qui devrait être changé? Moi, j'ai une chose en tout cas, c'est la reconnaissance du rôle en tant que partie à part entière des victimes. Je ne veux pas être présomptueux, mais je suis absolument certain que si les victimes avaient pu jouer le même rôle qu'elles ont joué à Paris et à Bruxelles, devant les cours d'assises, au TPIR, certains acquittements n'auraient jamais eu lieu. Jusqu'à présent, la France et la Belgique ont déjà organisé 6 procès pour les Rwandais accusés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. La plus lourde peine prononcée étant la réclusion à perpétuité. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision rwandaise. Abimana Israël habite en secteur Manga du district de Kirehe. Il n'a pas fait beaucoup d'études à part l'école primaire, mais il a pu produire de manière artisanale de l'électricité de la rivière se trouvant dans les environs pour environ 200 ménages et foyers. Comment a-t-il pu atteindre cette prouesse? Suivons les explications dans ce récit de Kassim Issouf. Depuis son domicile jusqu'à l'endroit où Abimana a construit la centrale artisanale hydroélectrique, le trajet est de 10 km où l'on marche à pied et qu'on doit faire très attention car elle se trouve sur le flanc d'une montagne escarpée. C'est à la source de la rivière Nyamorogoma où se trouvait la solution pour environ 200 ménages qui se servaient des lampes tempêtes pour l'éclairage. Abimana Israël est sexagénaire. C'est en 2012 qu'il a rassemblé des fils électriques et une tribune pour voir s'il pouvait produire de l'électricité. Avec les connaissances dont il dispose dans le domaine de l'électricité,
On dirait qu'il a une qualification universitaire, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait beaucoup d'études à part l'école primaire jadis et je n'ai rien appris à propos de cette activité dont il est question. Cela m'est venu comme une inspiration, comme un don. Habimana d'ajouter que ses rêves se sont réalisés, bien que difficilement. C'est vrai que c'était pénible, mais comme c'était en moi, pour que je puisse atteindre mon objectif et qu'il soit une solution pour notre zone, j'ai accepté de porter le fardeau et donner tous mes biens. Ceux qui ont accès à l'électricité que produit la petite centrale d'Israël, Habimana, n'ont pas de compteur, mais paient seulement un forfait de 1000 francs rwandais. Il a installé des fils électriques et il a dit qu'il va également nous servir. Et maintenant, nous sommes éclairés. Dès que nous avons eu accès à l'électricité, nous avons été très heureux. Nous étions dans l'isolement et on était éclairés par des lampes tempêtes, mais depuis qu'Israël a eu l'idée de produire difficilement l'électricité, il nous l'a fourni, nous avons beaucoup gagné. Il a fallu à Habimana Israël environ 10 ans pour que son rêve devienne réalité en fournissant l'électricité à environ 200 ménages des secteurs de Nyakabungo et Nacho. Il envisage d'étendre son activité jusqu'à pouvoir procurer de l'électricité à environ 300 autres ménages, activité dans laquelle il a déjà investi environ 50 millions de francs rwandais. J'ai commencé à pourvoir de l'électricité aux habitants, mais le gain que j'y trouve est de 200 000 francs rwandais à raison de 1000 francs par ménage et c'est peu par rapport à ce que nous payons aux employés chargés de la protection de la centrale. Si on ajoute au salaire des employés les frais de maintenance, ma rétribution et les dividendes à payer aux membres de la coopérative ne sont donc pas disponibles. Il faudrait que tous les 580 ménages qui sont dans les 4 villages puissent avoir accès à l'électricité pour que je puisse avoir du bénéfice et des dividendes pour la coopérative. Habimana Israël d'ajouter que le coût actuel de ce projet est de 155 millions de francs rwandais et que sa contribution personnelle est de 56 millions de francs rwandais. Les opérateurs économiques qui mènent leurs activités au Rwanda apprécient la politique rwandaise de l'ouverture au monde qui, selon eux, est susceptible de développer davantage les climats des affaires en Afrique en particulier, suivant ce reportage de Charlène Foura. Le Rwanda ouvre ses portes en adoptant une politique de visas gratuits aux pays membres de l'Union africaine, du Commonwealth et de la francophonie. Et c'est dans cet esprit d'ouverture que 2 jeunes femmes éthiopiennes ont décidé de venir s'installer au Rwanda. Et pour aller plus loin, elles ont même installé leur propre business ici à Kigali. Aujourd'hui, ils vont nous parler de leur expérience et de leur parcours du visa. Beaucoup de gens à l'étranger nous demandent les processus d'obtention des visas pour venir au Rwanda. Et nous leur répétons constamment qu'il n'est pas nécessaire de faire des demandes de visa. S'ils souhaitent venir, ils peuvent le faire sans se soucier de quoi que ce soit, car le Rwanda a allégé la situation. Je dois également avouer que cette ouverture nous a permis de bien opérer au Rwanda. Et c'est surtout qu'elle nous a également permis de fonder notre propre entreprise. Lorsque nous étions dans notre pays d'origine, l'Éthiopie, ce n'était pas aussi facile que ça l'a été ici au Rwanda. Nous nous réjouissons de cette facilité de mobilité, car elle nous permet également de gagner notre vie et d'élargir nos horizons en tant qu'Africaines. D'après mon expérience dans ces pays, je recommanderais fortement à tous ceux qui veulent venir au Rwanda pour des affaires ou d'autres activités de ne pas hésiter, car une fois que vous êtes dans ces pays, vous ne pouvez que vous en réjouir. Après l'adoption par le Rwanda du nouveau régime de visa, Blaine et Selam sont initialement venus pour une simple visite dans le pays. 2 ans plus tard, impressionnés par leur expérience positive à Kigali, elles ont décidé de s'installer dans le pays et d'établir leur propre entreprise au centre-ville de Kigali. Lorsque ma sœur et moi sommes venus au Rwanda, j'ai aimé le pays de le premier regard. Tout était propre et surtout la population était très accueillante.
Une autre chose qui m'a ébloui ici, c'est la sécurité au Rwanda. En tant que femme, je ne m'étais jamais sentie à l'aise de marcher dans la rue, même pendant la nuit. Je suis heureuse que le Rwanda nous ait si bien accueillis. Le directeur de Africa Global Cooperation Program, Siaka Michael, estime que cet engagement du Rwanda favorise l'intégration régionale et entraîne beaucoup d'intérêt pour le pays en particulier. Si vous dites que venir dans mon pays est gratuit en termes de visa, cela permettrait aux gens de se sentir à l'aise et encouragerait leur visite, ce qui présente plusieurs avantages pour le pays. Par exemple, en parlant de visite Rwanda, grâce à cette facilité de mobilité, cela a contribué de manière significative à l'économie, notamment dans les services proposés aux visiteurs qu'ils viennent pour investir dans le pays, pour des affaires diplomatiques ou touristiques. De plus, la population rwandaise en bénéficie également, car plus la demande pour les services de ces étrangers est élevée, plus cela crée des emplois pour eux, contribuant ainsi à lutter contre le chômage dans le pays. Dans les cas contraires, les pays ne bénéficieraient pas de toutes ces opportunités. Nous sommes très favorables à ce nouveau régime de visas gratuits instauré par le Rwanda et nous remercions le président Paul Kagame pour la vision qu'il a pour notre pays. Ce nouveau régime de visa a été mis en œuvre depuis 2020. En facilitant les voyages, le Rwanda défend la vision d'une Afrique sans frontières où les gens peuvent se déplacer librement et se connecter aux cultures, aux économies et aux aspirations des autres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à créer une Afrique prospère et unie. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. L'Office rwandais pour la promotion du développement du transport, RATDA en sigle et en anglais, indique que les travaux d'extension et de rénovation de la route Kigali-Muhanga démarreront l'année prochaine au mois de juillet afin de trouver des solutions aux problèmes d'embouteillage qu'on y observe. David Mbanza pour plus de détails. L'Agence rwandaise de développement du transport a déclaré que le projet d'expansion de la route Kigali-Muhanga sera lancé en juillet 2024. Le projet s'inscrit dans le cadre de transformer cette artère essentielle en un axe de transport moderne, efficient et sécurisé. Le projet d'expansion de la route Kigali-Muhanga incarne l'engagement continu du Rwanda envers le développement durable. Les différentes phases du projet comprendront une planification minutieuse des financements nécessaires, une conception détaillée répondant aux normes les plus élevées, la construction proprement dite est une surveillance continue pour garantir la conformité aux exigences de qualité et de sécurité. Monsieur François Mivugo Guioza est chargé de l'exécution de ce projet au sein de la RTDA. Il indique justement qu'une étude approfondie est en cours et que celle-ci doit garantir que chaque étape est menée avec précision et efficacité. Et d'ajouter que la partie qui sera réparée sur la route Kigali-Muhanga a une longueur de 45 km, tandis que celle qui sera agrandie aura 12,2 km de longueur. La route Kigali-Muhanga est sur le point d'être rénovée. Le budget alloué à ce projet est disponible et nous sommes maintenant en phase de conception. Une proposition novatrice a été élaborée, ce qui nous a également permis de trouver des partenaires pour ce projet. La Banque de Corée s'est associée au gouvernement rwandais pour soutenir financièrement la réalisation de la route Kigali-Muhanga. Le coût estimatif de ce projet s'élève à environ 100 millions de dollars et la durée d'exécution est de 2 ans et demi. Niyo Buhingiro Jean-Paul est un chauffeur qui utilise quotidiennement la route Kigali-Muhanga. Il y revient sur les difficultés causées par cette route qui est pour lui rétrécie. Nous constatons souvent un trafic routier dense le matin de 8h à 9h30 lorsque les travailleurs se rendent au travail et c'est pendant environ 1h30. La forte densité des véhicules est également observée le soir de 18h30 à 21h30 lorsque les travailleurs rentrent chez eux. Pendant ces heures, le trafic routier est souvent un sujet de mécontentement pour nos clients. Quand les travaux de réhabilitation de cette route seront terminés, nous nous efforcerons d'offrir un meilleur service à nos clients. En fait, le trajet entre Kamoni et Kigali pourra être effectué en seulement 15 minutes lorsque les bonnes conditions de circulation
seront réunis. Ni Rabanani Clémentine, qui emprunte couramment la route Kigali-Mouanga, souligne que les passagers sont souvent en retard à cause de l'embouteillage. Le problème est que les passagers subissent des retards dus aux embouteillages quotidiens des camions et des bus de transport en commun. Nous espérons que l'expansion de cette route va résoudre ce problème. Et parmi celles qui relient Kigali au reste du pays, voire même aux pays voisins, sa réhabilitation et son expansion en sont une signification au terme de la qualité de vie du développement économique pour les citoyens du Rwanda. David Mbanza, Kigali. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une excellente après-midi à notre compagnie.